Bonjour, ici le sommet de l'Aubisque, grande difficulté de la journée puisqu'il sera escaladé 2 fois ce col avec à 10 km de l'arrivée dans cette véritable course de côte, un homme seul en tête qui tient ses promesses, Stéphane Roche. Roche que voici, il vient de franchir le Soulor et est à 10 km de l'arrivée, compte 1 minute d'avance sur Herrera qui lui a passé le Soulor en 2e position, et un peloton dont Jean-Paul Olivier nous donne la composition maintenant, un peloton extrêmement réduit à environ 1 minute 30. C'est cela, Jean-Paul, oui, de Stéphane Roche. C'est-à-dire que le sommet, Stéphane Roche a franchi le sommet du col du Soulor avec environ 1 minute d'avance sur Herrera. Herrera, comme vous l'avez dit, qui est passé en 2e position, et un tout petit peu plus loin, quelques secondes après, eh bien, se trouvait Greg Lemon qui est passé en 3e position. Se trouvait également Anderson, se trouvait Sean Kelly, se trouvait Paul Wellens, se trouvait en dernière position de ce petit groupe Bernard Hinault. Et puis dans la descente maintenant, quelques regroupements viennent de s'effectuer. Ainsi Delgado, l'Espagnol, et Parra, le Colombien, viennent de revenir sur ce groupe. Un groupe qui comprend également Beat Breu, le Suisse. Voilà, c'est ce que nous voyons en ce moment, c'est ce peloton regroupé donc dans les premiers mètres de la descente et avant l'attaque de l'Aubisque avec Delgado, avec Breu, on vient de vous le dire, Herrera ici en maillot vert, Kelly, derrière lui Wellens, et puis il y a Lemon et Hinault que l'on n'a pas encore aperçu, Lemon qui sera attendu sur la ligne par ses parents. Jacques Anquetil, est-ce que l'on peut considérer que le tour explose là? En tout cas, c'était la consigne donnée à Raphaël Gimignani. Bernard Hinault mène la chasse maintenant, donnée par Raphaël Gimignani à Stéphane Roche. Voici Bernard Hinault, Lemon dans sa roue et Bernard Hinault qui fait tout le travail. Je vous rappelle qu'au classement général, Roche compte 5 minutes de retard sur Hinault et 2 minutes 35 sur Lemon. Est-il capable de réaliser cette renversée auquel personne ne croyait? Il va faire un exploit, mais de tout. Nous avons trop d'ordre dans les oreilles, s'il vous plaît, là. Non, il va faire un exploit, certes, Roche, mais je ne sais pas pourquoi attendre les Pyrénées pour faire un tel exploit. Pourquoi pas l'avoir tenté hier ou l'avoir tenté dans les Alpes? Gimignani l'avait annoncé, c'est formidable ce qu'il fait, mais de là à prendre le maillot jaune, c'est pratiquement impossible parce que 5 minutes de retard sur Bernard Hinault, il ne pourra pas y parvenir. Il va peut-être gagner avec 1 minute 30, 2 minutes maximum. Si on voit un Bernard Hinault qui défend très bien son maillot jaune, qui a eu des problèmes un petit peu hier en fin d'étape, mais un Bernard Hinault qui est toujours le même, toujours aussi décontracté, et puis qui court vraiment en leader pour gagner ce Tour de France. Évidemment, Stéphane Roche que nous retrouvons. Oui, Jean-Paul, l'intérêt, c'est l'écart maintenant. Oui, l'écart, 1 minute 03, alors que le petit groupe de poursuivants, le groupe maillot jaune, vient de passer sous le panneau indiquant 5 km meilleur grimpeur. 5 km donc pour franchir l'Aubisque maintenant. L'Aubisque qui, sur la fin, a accueilli, je ne sais pas comment, des milliers, des centaines de milliers de spectateurs. On n'a jamais vu autant de monde sur un col qu'aujourd'hui, sur le Soulor et sur l'Aubisque. Toujours Delgado en dernière position, le vainqueur d'hier. Voilà une idée justement qui peut vous indiquer l'importance de cette foule. Delgado, évidemment, n'a pas à travailler aux côtés de Hinault et Lemon, mais Roche les oblige à un gros effort et on est heureux pour lui de retrouver un Hinault apparemment lui-même. Hein. Oui, parce que hier on avait peur un peu quand même pour Bernard Hinault qui avait bien faibli dans la rampe d'arrivée, mais là c'est un col qui est un peu à sa convenance. Et puis n'oublions pas qu'après Souleur il y a une légère descente, et puis le pied de l'Aubisque là qu'on attaque à peu près à 1000 mètres est pas trop difficile. C'est un truc de rouleur, un truc très roulant, et je crois que Bernard Hinault là peut vraiment défendre son maillot jaune. Mais cela dit, ses adversaires ne s'amusent pas quand même. Dans sa roue, tout le monde est à l'ouvrage, et derrière Bernard Hinault qui mène la chasse sur Stéphane Roche. Alors dans l'ordre, toujours en dernière position, en serre-file Delgado, devant lui le Suisse Breu, Herrera, Wellens, puis Kelly, Hinault, Lemon. Oui, Jean-Paul. Et Anderson également. Anderson. Voilà, je crois que vous avez donné l'ensemble du groupe. Je vais essayer de vous le redonner, comme ça tout sera clair. Il y a là Delgado, Beat Breu, Lucho Herrera, Paul Wellens, Bernard Hinault, Sean Kelly, Anderson et Greg Lemon. Voilà le groupe. En d'autres termes, manque seulement parmi les 10 premiers du classement général dans ce groupe ici Anderson, je dis bien Anderson, Parra et Chozas, les Otomel. Parra revient de l'arrière. Il va bientôt s'intégrer au groupe Bernard Hinault, mais il en est qu'à 200-300 mètres environ. Ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui, c'est que sur l'attaque de Stéphane Roche, Herrera n'a pas été capable de revenir à la hauteur de l'Irlandais. Lui aussi sans doute un peu émoussé, bien que l'arrivée c'est pas encore là. Mais
C'est là où se situe l'exploit de Stéphane Roche, parce que quand on pense que Herrera est le grand favori de cette étape, c'est un spécialiste de la montagne, il l'a prouvé. Aussitôt que c'est difficile, on retrouve Herrera aux avant-postes. Et bien là, Herrera qui avait attaqué le premier, Roche est venu le rejoindre, l'a contré, et puis après quelques secondes d'avance sur Herrera. Alors lâcher Herrera dans la montagne, c'est quand même un exploit. Un exploit qu'on voudrait voir renouvelé plus souvent par Stéphane Roche. Et Léman maintenant en bonne position toujours avec un Bernard Hinault attentif qui s'était laissé décramponner avant le sommet du Soulor pour revenir aussitôt. Bernard Hinault n'a pas à s'affoler avec 5 minutes d'avance au classement général à 10 km du sommet. Il n'y avait aucun problème pour Bernard Hinault. Même s'il perd 2 minutes, ce ne sera pas catastrophique pour lui. Oui, mais hier soir, nous avions recueilli quelques confidences de Bernard Tapie. Ils ont été un peu inquiets sur ce point de bronchite qui paraissait handicapé à nouveau Bernard Hinault. Impossible pour lui de respirer. Il y a toujours les séquelles de cet accident de Saint-Etienne, c'est incontestable. Et Herrera doit en souffrir aussi. C'est bien vrai que la chute de Saint-Etienne n'a pas rangé les affaires de Bernard Hinault. Et je crois que Bernard Hinault est à son point limite dans la montagne, comme il l'a toujours été dans la haute montagne. Voyez-vous, là, il a fait le travail nécessaire. Bien maintenant, il va monter à son train. Il reste 3 km. Pas d'affolement chez Bernard Hinault. Il ne peut pas faire autrement. Il n'essaie pas de suivre spécialement ses adversaires. Et emploie le plus grand développement possible alors que les autres moulinent par rapport à lui. C'est évident. Delgado s'est rendu compte qu'il ne fallait pas rester dans le sillage de Bernard Hinault, lequel est capable de se laisser décramponner maintenant afin de produire le minimum d'effort. Oui, Jean-Paul. Robert ? Oui. Dernier écart, 1 minute et 10 secondes entre Stéphane Roche et le groupe de poursuivants. 1-10. Oui, ce qui prouve que Stéphane Roche aujourd'hui possède tous ses moyens. C'est quand même assez étonnant. On le savait, il avait prévenu son monde depuis 10 jours par le porte-voix qui s'appelle Raphaël Geminiani. Enfin, c'est surtout la lutte pour la deuxième place entre Léman et Stéphane Roche qui est engagé vraiment. Et ce groupe qui grimpe à une allure extrêmement rapide derrière, il y a des dégâts. Nous pourrons le constater ici sur la ligne d'arrivée. Tandis que les coureurs s'apprêteront à descendre de l'autre côté pour en repartir au pied. Tout à l'heure, remonteront donc l'Aubisque en sens inverse. Et je ne sais pas comment ils pourront passer le sommet ici, tant la foule est énorme après 100 mètres. Et il faudra que tout le monde s'écarte pour laisser passer les coureurs dans la descente. Bernard Hinault, qui cafouille un petit peu avec son dérailleur, se recule sur la selle pour précisément pousser plus grand, a compris, mais plus petit. Voilà. Difficile de faire sa mécanique dans ces conditions. Et du même coup, Bernard a concédé 7 à 8 mètres. Mais Herrera devant lui... C'est un bon entraîneur en montagne quand on est capable de le filer. Ils s'entendent bien depuis cette fameuse étape de Morzine. Vous avez des intérêts communs, et bien ils continuent. Ils ont raison, il faut trouver des alliés dans le Tour de France. Une bonne complicité est née entre eux ce jour-là. Herrera ne peut plus gagner le Tour, il vise le Grand Prix de la montagne. Bernard Hinault vise le Tour de France. Eh bien, ces deux coureurs s'entendent à merveille. Et Anderson qui apparaît maintenant en tête avec Kelly, toujours là. Kelly, c'est surprenant. Ah bah Kelly nous surprend depuis hier. Je crois que le gros problème pour Kelly, c'est le temps. Quand il fait froid, enfin c'est pas le cas aujourd'hui, mais quand il fait froid, en général, on voit Kelly aux avant-postes. Ce qu'il redoute surtout, c'est la grosse chaleur. Alors là, sur 50 km, où il fait assez frais, eh bien Kelly là. Encore un écart, 1 minute 18 secondes pour l'homme de tête. Il ne cesse de creuser, il ne cesse de s'en aller, Stéphane Roche. Ça devient très alarmant pour Greg LeMond, sa deuxième place, compte tenu de bonification, au fait de tout ce que peut prendre Stéphane Roche au passage. Et Bernard, appliqué en queue de peloton, Bernard Hinault. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas de bonification aujourd'hui. Je ne crois pas. Étape de montagne. Pas ici au sommet. Hinault a du mal à donner le contact, mais pas d'affolement chez Bernard Hinault. Oui, mais vous vous retrouvez tellement en lui, c'était votre tactique, ça laissait partir les grands grimpeurs du genre Poulidor ou Valmontes. Exactement, oui, il n'y a pas de problème pour moi. De toute façon, si j'ai laissé partir, c'est que je ne pouvais pas les suivre. Et je voulais monter à mon train. Alors quelquefois, je perdais 10-15 mètres comme ça. Et c'est pour ça que c'est facile de décrire la tactique de Bernard Hinault. Et puis là, il n'a pas s'affoler. Là, il sait que le sommet du col est à moins de 2 km. Pas encore 2 pour eux. Stéphane Roche, là. Ah, quel dommage que nous n'ayons pas vu ce temps hier au-dessus des Pyrénées, mais simplement une brume qui annonçait peut-être justement un ciel très dégagé pour le lendemain, en tout cas une forte chaleur. Il aurait été fantastique de suivre cette course, cette étape gagnée par Delgado, poursuivie par Herrera et les meilleurs grimpeurs. Le groupe maillot jaune, Robert, le groupe maillot jaune passe au panneau indiquant arriver à 2 km. 2. Et c'est à son tour Herrera qui est défaillant. Ils se retrouvent tous les deux.
comme l'autre jour, mais cette fois en queue du petit peloton de tête. L'autre jour sur Avoriaz, Herrera et Hinault étaient déjà ensemble. Les deux H, décidément, les deux bombes H, comme on les avait surnommés, ne peuvent pas se séparer. Que tout aille bien ou que tout aille mal. Herrera qui ne peut pas se mettre mal avec Bernard Hinault, mais là il se met vraiment bien avec Bernard Hinault. Quel problème, ça se voit vraiment. Et il le ramène gentiment, il essaie de... Oh, mais il a quand même quelques difficultés à se maintenir, à maintenir le contact lui avec l'autre groupe. Regardez-les à l'arrière tous les deux. Et voilà, 7, 8, 10 mètres. Dans le vélo, on peut toujours accuser des coureurs de complicité. On n'est jamais sûr. On ne sait pas si Herrera attend Bernard Hinault ou si vraiment il est lâché de ce groupe de tête. Hein. Ouais, enfin, je crois qu'il revient facile quand il le veut. Alors, toujours Stéphane Roche maintenant vers le sommet. 1 minute 06. Ah, ça s'est réduit un peu sur la poussée d'Anderson et de Greg LeMond, dont les parents suivent avec nous, je vous le dis, c'est arrivé. Hinault qui laisse filer maintenant. Voilà un groupe avec donc Anderson en tête. Puis LeMond en deuxième position. Le maillot vert de Kelly avec à sa droite Wellens. Et puis plus loin, bien sûr, Herrera et Hinault. Il y a Breu, Beat Breu, le Suisse, est toujours là. Et pour ma part, je voyais très bien dans les 5 premiers aussi. Et Roche. Embouteillage là-haut, mais ça c'est à prévoir. Roche à 800 mètres de la ligne, alors que toutes les voitures sont bloquées. Voilà, c'était à craindre. Je ne sais pas si le passage pourrait être libre pour Roche. Et dès lors, la course ne serait pas disputée dans les conditions les plus régulières. Toujours sensiblement le même, 1 minute 12 secondes, donc quelques petites secondes d'écart, mais je pense que c'est normal, l'écart a changé donc. Avec un gros effort là de Stéphane Roche, il ne devrait pas avoir fait tout cela pour rien, et en tout cas donnera, je le pense maintenant, la première victoire d'étape à la Redoute. Encore 500 mètres. Et cette foule immense qui s'écarte à peine pour le passage d'un homme. Alors, vous pensez quand ils seront 7 ou 8 tout à l'heure. Groupe de chasse qui perd ses éléments. Breu est toujours là avec Anderson, LeMond et Kelly. Wellens aussi. À 1 minute 5 vient de nous dire Jean-Paul Olivier de Stéphane Roche. Nette accélération maintenant de Breu. C'est la deuxième place qui est en jeu, aussi bien à l'étape, mais au classement général. LeMond doit faire donner le maximum, tout ce qu'il peut, pour limiter l'écart sur un Stéphane Roche qui devient très menaçant. Et cet après-midi, un nouvel Aubisque peut permettre encore à Roche de reprendre un avantage. Quant à l'étape contre la montre dans 3 jours, là, l'explication sera sérieuse, sévère, entre Roche et LeMond, avec un petit avantage, peut-être, moral surtout, pour Stéphane Roche. Encore 200 mètres pour Stéphane Roche, alors que derrière, Kelly s'apprête à prendre une deuxième place qui serait tout à fait surprenante. Ligne d'arrivée parfaitement dégagée maintenant pour Roche dans les derniers virages, dans le dernier virage, et poussant au maximum, plus que 5-6 mètres pour Castrol Decito. Top Stéphane Roche. Ah, il a perdu peut-être une seconde. Enfin, j'espère pour lui qu'il n'aura pas à le regretter. Hein. Et l'affolement ici au sommet de l'Aubisque, mais la route bien réservée aux coureurs. Bravo pour l'organisation. Et nous retrouvons avec Breu, Bernard Hinault. Loin derrière donc, enfin loin derrière, à quelques centaines de mètres du groupe Kelly. 30 secondes que Roche a franchi la ligne. Hinault a là encore un bon compagnon avec Beat Breu, ancien roi de la montagne sur ce Tour de France, et qui réapparaît peu à peu au premier rang, dans l'école bien sûr, sur l'école. Regardez cette foule. 50 secondes pour Roche maintenant. Hinault perdra peut-être près de 2 minutes et Kelly qui surgit comme une fusée vers le sommet. Dernier mètre à 1 minute, top. Deuxième Kelly à 1 minute 3 secondes. Troisième Wellens. Wellens avec un retard de 1,8 à peu 1,8. Quatrième Herrera, cinquième Anderson, sixième Delgado, septième LeMond avec 1,17 à peu près.
entre une 15 et une 17 de retard sur Roche. Donc Roche n'est plus qu'à 1 minute 8 secondes de Lémon Castroneira qui termine lui aussi très fort à une 30. Breu derrière lui. À une 30. À une seconde près, je ne peux pas vous garantir les écarts parce que nous sommes là bien placés certes sur la ligne, mais le temps de regarder le passage du coureur et en même temps son chronomètre, à moins d'être frappé d'un strabisme divergent et de plus se moucher, c'est pas simple. Rutiman après de 2 minutes. Voilà les meilleurs de ces ascensions du Soulor et l'Aubisque, et puis ceux qui les poursuivaient depuis longtemps comme Bauer, non, Para maintenant, décevant à 2,15, enfin décevant, tout est relatif bien sûr. Et puis Pignot Alvaro, et voici Caritou accompagné de Sergent, tiens, qui revient là. Brietto aussi a passé la ligne avec le Forest, le plus jeune de Peugeot, Claverola, Winen, Gilmas, Brooks aussi, puis Arnaud, Jérôme Simon, Yvon Madio, oui. Et puis la déception de la journée, Millard, qui a perdu près de 3 minutes sur cette ascension finale. La cohue maintenant autour de Bernard Hinault, qui évidemment conserve son maillot jaune, mais je le rappelle, a perdu 1 minute 30 secondes sur Roche. Passe maintenant la ligne, Job Zotomelk. Tous ces coureurs la bouche ouverte avec Van Imp, avec Simon. Tous ces coureurs la bouche ouverte essaient de respirer, de récupérer un peu. Mais ils éprouvent les pires difficultés. Steve Bauer, qui a retrouvé son maillot de la vie claire, il n'est plus le leader des jeunes, donc ne porte plus le maillot blanc. Et lui aussi l'une des victimes. Il avait reculé hier à la 14e place. Je pense qu'il y aura encore 2 ou 3 places. Au classement général, donc, Hinault avec 2 minutes 25 sur Roche. Mais seulement maintenant, enfin seulement 3 minutes 30 sur... C'est sur Lémon qu'il a 2,25, bien. Et 3,30 sur Roche. Alors, faut-il tirer la sonnette d'alarme, Jacques Anquetil, avec la perspective d'une deuxième ascension cet après-midi, mais possibilité d'un retour après la descente vers Pau. Et le père Hinault, pas du tout pour Bernard Hinault. Le danger, c'était ce matin. Et bien là, il a confirmé sa supériorité sur ce Tour de France. Il y a encore un danger cet après-midi. C'est si Bernard Hinault n'était pas au mieux dans le col et qu'il y a une sélection de 10 ou 12 coureurs qui se perd, que Bernard Hinault ne soit pas là. Cela dit, il y a encore ses coéquipiers, ceux qui seraient devant, qui pourraient encore l'attendre, ceux qui sont derrière, qui seront pas loin de lui pour la chasse dans la vallée. C'est le seul problème encore pour Bernard Hinault, mais je crois que ce Bernard Hinault qui a perdu simplement 30 secondes sur le groupe des grimpeurs, lui tout seul dans la descente cet après-midi pourrait éventuellement revenir sur ce groupe. En tout cas, le voir, il a l'air tout à fait satisfait de cette matinée. Il a pris ses précautions. Bernard Tapie fait signe. Bernard Tapie a l'air plus fatigué que Bernard Hinault pour l'instant. Oui, nous fait comprendre, on a encore eu chaud, oui, à tout point de vue. Et Bernard Hinault qui porte, vous vous en doutez bien, ce n'est pas parce qu'il aurait pris quelques kilos supplémentaires. Et tout à fait inutile. Il prend la précaution maintenant d'enfiler un blouson pour aller recevoir un nouveau maillot jaune. Bernard Hinault, fêté ici au sommet de l'Aubisque, qui n'a entendu que son nom tout au long de la route, réalise donc, si l'on en juge, l'opération attendue, une perte de temps sur Roche, mais il préserve aussi pour l'instant la deuxième place de Greg Lémon, lequel, inutile de le cacher, ne nous fait pas pour l'instant la meilleure impression. Non, Greg Lémon que j'ai pas vu moi, enfin, je pense que vous l'avez annoncé, mais je suis en train de noter les noms. Pas la surprise dans cette étape d'aujourd'hui, c'est pas Roche qui l'avait annoncé cette étape depuis très longtemps, mais c'est Kelly qui termine deuxième. Kelly qui termine deuxième à 1 minute 02. Willems qu'on retrouve aujourd'hui à 1 minute 08. Des coureurs qu'on a pratiquement peu vus sur ce Tour de France. Alors je ne sais pas si Jean-Paul Olivier est tout près des coureurs parce que maintenant c'est la cohue et ces coureurs-là ont beaucoup de mal à franchir la ligne d'arrivée. Il est juste laissé le passage en file indienne un par un. Donc Jean-Paul Olivier dans les parages. Non, pas de Jean-Paul. Et quant à nous, impossible de faire monter ici un coureur. Un peu à l'écart de tout.
Aguedoren en a terminé aussi. La plus grosse partie du peloton vient de se présenter maintenant. Marc Madiot, arrêté presque sur la ligne, comme d'autres, et semblant réfléchir à ce qui vient de se passer. Van Vliet. Gomez. Gomez qui passe seulement la ligne en compagnie de Hubert Linard. Puis certains comme Alain Bondu qui ne font pas 1 mètre de plus. C'est pas sa spécialité non plus. Asphyxié. Regardez Mathis, le héros des premiers jours. Quand on le voit sur la ligne, c'est plus tout à fait le même. Mackenzie. Et à l'arraché, les derniers mètres. Pierre Bazot qui était... Non, c'est pas Pierre Bazot, on l'a pas vu passer. Gauthier là. Oui, Gauthier. Ouais. Dominique Gagne aussi, très peu remarqué sur ce tour. Il fait partie d'une formation un peu démoralisée. Il nous a un petit peu déçu de Dominique Gagne. Oui. Quand il n'y a plus de leader dans une équipe, c'est le cas de l'équipe Renault, eh bien, il aura manqué à Laurent Fignon. Et Motet n'a pas été à la hauteur, ni hier, ni aujourd'hui aussi. Un Motet qu'on croyait avoir retrouvé un peu après sa 2e place il y a 2 jours. Eh bien non, il nous déçoit un petit peu. C'est pas un grand tour pour Charlie Motet. De Kulnar et Guy Nullens ont passé à leur tour la ligne, tandis que Jean-Paul est à la recherche de son micro HF. On va passer une petite annonce pour avoir une chance de le retrouver. Herrera qui a l'air très frais là. Il passe sous nos yeux. Et Sherwen, qui n'est plus le dernier du classement général et n'est pas fâché quant à lui de retrouver la montagne. Sherwen qui avait terminé à 1 heure quelques minutes d'une étape avant les Alpes, après un incident, et qui a été courageux, qui a été repêché par des commissaires et qui termine là maintenant. Et qui sera là sans doute pour épauler Stéphane Roche, ou peut-être même pour essayer à Stéphane de prendre la 2e place, mais ce sera très difficile pour lui. Un survol de la foule avec notre hélicoptère au sommet de l'Aubisque. Embouteillé comme ça n'est pas possible. Et la grosse opération à réussir maintenant pour les organisateurs, c'est de faire descendre les coureurs de l'autre côté. Enfin, à chacun ses problèmes, n'est-ce pas? Bon, tant pis. 2e du sprint avant-hier. Et le Suisse Machler ont passé la ligne à leur tour. Philippe Chevalier maintenant. Et puis Wishnans. Greg Lémond, après la bise à ses parents, et qui a envoyé sa gerbe de l'autre côté de la route. Ça a fait quelques heureux, mais aussi occasionné un petit pugilat. Bogart. Et puis, il y en avait encore, là, Poissonnier. Il a filé tout de suite. Regardez, Poissonnier ne s'est pas arrêté. Il plonge déjà dans la descente. Que dire alors, Jacques Anquetil, que nous n'ayons déjà dit, en rappelant le classement, si vous le voulez bien? Oui, premier Stéphane Roche qui l'emporte, détaché, avec 1 minute et 2 secondes d'avance sur Kelly, qui est un petit peu la surprise dans cette étape. Je pense que peu de journalistes avaient pronostiqué Kelly, surtout à la 2e place. Le 3e, c'est Wellens, qui est aussi une surprise, à 1 minute 08. Le 4e, Herrera qui a passé un peu trop de temps aux côtés de Bernard Hinault et qui est venu faire le sprint si je puis dire, du peloton, du groupe de contre-attaque, et qui prend la 4e place à 1 minute 10 secondes. Anderson qui est là, Delgado, Lemon et Hinault qui termine à 1 minute 30, qui doit être en 7 ou 8e position, avec Breu qui était dans sa roue. Rutiman à 1,58 et Para à 2 minutes 15. Et le classement général, pas de modification, toujours Bernard Hinault qui doit perdre 25 secondes sur Lemon, son coéquipier, et Roche qui revient à 3 minutes 30 de Bernard Hinault. Oui, 2 minutes à peu près, c'est l'écart maintenant entre Hinault et Lemon, donc, et 3,30 l'écart entre Hinault et Roche. Voilà, j'espère que cet après-midi, nous pourrons vous retrouver de Pau en direct pour suivre aussi l'autre ascension de l'Aubisque et le final vers Pau. C'était un reportage qui nous a paru bien court, mais en tout cas très intéressant, tout au moins pour les images, on ne se permettrait pas de dire autre chose, et que vous proposait Jean-René Vivet
Jean-Paul Olivier, Jacques Anquetil et Robert Chapat avec les équipes de la TDF et de la SFP. Ici, le sommet de l'Aubisque. Merci de votre attention. À vous Paris.